Et ça vous donne envie de faire des power moves dans un immense battle? C'est normal. Vous allez découvrir le breakdance aux Jeux Olympiques dans Super Sport 3000. Frankly, my dear, I don't give a damn. Et salut à tous, et bienvenue dans ce nouveau numéro de Super Sport 3000 spécial Jeux Olympiques de Paris de 2024, puisque on vous l'avait annoncé en début de saison, effectivement la deuxième partie de l'année, donc à partir de cet épisode, on va parler des épreuves des Jeux Olympiques des JO de 2024, avec un focus un petit peu sur ce qu'il va falloir suivre, les joueurs, les compétiteurs qu'il va falloir suivre, et surtout l'idée, comme c'est un peu l'ADN de Super Sport 3000, vous parler des compétitions un petit peu annexes, de celles que on n'a pas forcément l'habitude de suivre ou qui sont le plus médiatisées, mais qui restent intéressantes, et surtout que cette année il y a encore pas mal de nouvelles épreuves, des trucs complètement neufs qui arrivent, et pour ce faire je serai accompagné de trois personnes. Combien? Mais non, déjà Seb que vous connaissez. Salut Seb. Salut tout le monde. Salut Will. Salut Nico, salut tout le monde. Et Olivier qui vient nous rejoindre pour cette spéciale Jeux Olympiques. Salut Olive. Salut. Bonjour, la famille Olivier. s'agrandit, dis donc. La famille Super Sport 3000 s'agrandit. Et on vise à être autour de ce podcast là, une bonne trentaine, moi, j'allais dire. C'est ça, c'est vraiment horizon une 2028, une trentaine, et je pense que ce sera vraiment audible. Un peu inaudible. Ouais. Ah ouais, à 30, ouais. Et oui, tout à fait. Ça va nous coûter une fortune en micro aussi. Bon, après, ça fait partie du jeu. Après, avec tout ce qu'on ramasse en termes de thunes, de pub, de sponsoring, ouais. je pense qu'on pourra se l'offrir largement. Et puis là, avec les JO derrière, je pense que ça va ramasser. Exactement. On est partenaire officiel des JO. Exactement. Super Sport 3000 Ils est le savent partenaire pas, officiel. ils le savent pas, mais on est partenaire officiel. En fait, c'est ça. On est partenaire officiel. On s'est décrété en tant que tel. On a mis le logo des JO partout sur notre branding. Ouais. On attend qu'ils fassent de même, mais normalement, on est cours. dans les dernières étapes. Faut juste que les contacter. Il faut que j'envoie le mail. Oui, c'est pas encore parti, mais ça va partir. C'est pas grave. Il est quasiment prêt. Donc aujourd'hui dans Super Sport 3000, on va vous parler du breakdance et du breakdance, puisque c'est une nouvelle compétition qui s'ouvre pour ces JO 2024. Alors historiquement, le breakdance c'est un peu compliqué de dater vraiment ses origines. Vous vous en doutez, c'est aussi vieux que les hommes existent finalement. Alors non. Quand même pas. Ah ouais? Non, ouais, quand même pas. Les hommes des cavernes. Il y en a peut-être qui, il y a des hommes de cavernes. D'ailleurs, c'est juste un mec qui s'est pété la gueule. Non, mais je fais du breakdance. T'étais pas là pour vérifier. En plus. Alors, on peut bien sûr se dire qu'il s'agit d'une danse qui est née à New York dans les années 70-80, mais en réalité, on peut trouver des traces de ce style de danse en Afrique. Et c'est vrai que ça ressemble un peu aussi à des danses un petit peu plus tribales dans les années 50. Ce qui est sûr, c'est que son histoire publique et sa médiatisation, ont vraiment commencé dans les années 70, mais de manière un peu spontanée dans les parcs et les jardins de New York. Donc ça a commencé avec la musique, avec tout un courant musical. Exactement, associé, avec exactement le courant musical, avec du hip-hop principalement pour commencer. Mais après, il y a des vrais courants musicaux qui ont commencé à se créer autour uniquement du breakdance. Alors, il s'agissait d'une danse à l'époque, au début des années 70, principalement debout. Les mouvements au sol sont encore peu nombreux. Et à la fin des années 70, il y a des groupes comme les Zulu Kings ou les Nigger Twins qui ont commencé à rendre le truc encore plus, spectaculaire. Voilà, spectaculaire. Les premiers à faire ça doit être... Ah ouais, ok. Ouais, d'accord, les mecs, ils savent faire. Les mecs sont... Parce qu'au premiers début... à faire la toupie avec les pieds, là. Voilà, exactement, les pieds en l'air, sur la tête. Sur la tête, ça c'est oui. Ouais, on a tous tenté quand on était jeunes en boom. Alors, ça s'appelle certainement le trépied, les mains par terre où tu fous la tête et t'essaies de lever les pieds. La coupole. Ça s'appelle. En fait, tous ces moves-là s'appellent des coupoles. Voilà. Où tu commences à faire. Où tu tournes, c'est des coupoles. Moi, c'était même sans tourner. C'est-à-dire que tu mettais vraiment juste les mains par terre. Tu t'appuyais sur ta tête et tu relevais tes pieds. Ah oui, bien sûr. Pas tout le monde pouvait le faire. J'étais un petit gros, donc j'avais pas forcément la capacité à le faire. Mais j'admirais énormément les gens qui faisaient ça. Et vraiment, c'était que ça. Et les mecs étaient pris pour des breakdancers, alors que
pas ouf non plus. C'est ça. Et moi, je faisais des super slow et personne ne me mettait en évidence. Ouais, t'étais pas un slow dancer de ouf. Je comprends, ouais. Mais vous faisiez du breakdance, vous, quand vous pratiquiez le breakdance de manière... Non, enfin, en amateur. Voilà. Je vois tout le monde a essayé un petit peu le moonwalk, les trucs comme ça qui sont dans le breakdance. Ça fait pas partie du breakdance, très bien. Moi, j'aurais dit que oui, tu vois. Pour moi, ça fait un peu move. Non, le breakdance, ça va être des mouvements, on va dire, un peu plus rapides, tu sais, des pieds, des mains. C'est beaucoup tourné autour de l'attitude aussi, hein, une attitude très hip-hop. Ben moi, c'est ça. Je pense que j'ai l'attitude, mais j'ai pas les moves. Les aptitudes. C'est ce qui me manque, la technique. Durant les années 80 et 90, la discipline en fait va faire un grand roller coaster entre des pics où il y aura vraiment énormément de créativité et d'émulation autour de la discipline, avec justement des booms, des grosses figures, des sauts, des figures au sol, etc. Notamment au début des années 80, et puis des creux où en fait la discipline va quasiment disparaître vers le début des années 90, en tout cas aux États-Unis. En Europe, la diffusion de la danse, elle commence en 82 avec une tournée en fait qui est organisée en Europe, par Europe 1, figurez-vous, où du coup il y a des breakdancers venus des États-Unis qui viennent faire des shows, des showcases pour montrer un petit peu de quoi ils sont capables et c'est quoi cette danse. Dans les années 90, alors que du coup la discipline commence à s'oublier aux États-Unis, en Belgique est organisé le premier gros tournoi de breaking qui malheureusement devrait être annulé à cause des bagarres entre les crews. Voilà. Yes. Ça, on n'avait pas commencé. Ça, c'est l'attitude hip-hop. Ça, c'est l'attitude. Ça, c'est le côté. Je crois qu'au JO, t'as 10 points sur la bagarre. Ouais, ça démarre dans les vestiaires avec les bagarres. En fait, les crews rivaux donc se battaient complètement en dehors mais même si la compétition officielle est annulée, en fait, un peu comme pour revenir aux origines de cette danse, une compétition underground en fait se met en place à Bruxelles avec les crews qui étaient de toute façon là. Ceux qui restaient quoi du coup. Exactement, ceux qui restaient. On a forcément fait un film là-dessus. Alors oui, parce que c'est très effectivement le breakdance, c'est une danse qui apparaît dans énormément de films et d'objets culturels, donc probablement qu'il y a un film là-dessus, ouais, tout à fait. Et donc du coup le niveau est tel que finalement en fait les institutions autour du breakdance commencent à se formaliser. C'est là en fait c'est le point de départ de en Europe le breakdance ça existe, il faut le formaliser, il faut l'encadrer pour justement éviter ces débordements, mais il y a quand même un spectacle à faire avec ça, et il y a quand même une vraie discipline artistique derrière, et du coup, même si il y a eu que des compétitions underground cette année-là, ça a été le point de départ pour avoir des véritables structures pour entourer le sport, si bien que en fait le Battle of the Year, originellement organisé donc en Belgique et depuis organisé maintenant à Montpellier, par exemple. Donc un peu plus partout en Europe, devient un rendez-vous incontournable. En France... C'est une ville de spectacle du sport, Montpellier. Un peu, ouais, franchement. Ouais. J'ai vu les tournois de pétanque là-bas. On parle de spectacle, on parle forcément à ça. Non, mais le truc, le festival des sports extrêmes, là, Oui, les X-Games. Le FIS, ou le Festival international des sports, un truc comme ça. Festival européen, peut-être FES, ouais. Le FES, ouais, c'est peut-être ça. Le FOS, peut-être, le festival... Montpellier, je sais pas. Non, ouais, je sais pas. En 2024, donc, cette discipline entre officiellement au programme des Jeux Olympiques. Suite à son introduction, en fait, au départ, aux Jeux Olympiques de la jeunesse en 2018 à Buenos Aires, et qui, en plus, pour ne rien gâcher, a vu les Français faire de super performances. Alors, on est bon, je crois. Enfin, tu vas on va en parler, mais effectivement, on a largement notre beefsteak à défendre. Ça se fait pas sans polémique, contrairement à d'autres disciplines qui ont été intégrées de manière un peu plus naturelle, on va dire, aux Jeux Olympiques. Je peux comprendre ceux qui disent oui, c'est de la danse. Alors, c'est pas tellement ça le problème. C'est pas tellement ça le problème. En fait, le problème, c'est des gangsters. Qu'il y a très peu de... Non, alors, oui, je vois pas ça non plus. Ce genre de discours. Ce genre de discours très français en ce moment, ouais. Non, pas du tout. En fait, les polémiques, elles viennent plutôt d'autres structures professionnelles qui disaient, mais attendez. Que des garçons. Non, plus. Non, mais j'ai mis longtemps à sortir, désolé. Ça vient plutôt d'autres structures professionnelles parce qu'en fait, le breakdance, contrairement à plein d'autres sports qui sont même pas aux Jeux Olympiques, n'ont pas véritablement de fédé ou de vrais parcours de compétition ou de vrais parcours. Non, ça reste encore assez nébuleux. Mais par exemple, en fait, pendant des années et des années, il n'y a pas vraiment de compétition genre championnat de France. Il n'y a pas de structure compétitive établie sur le... Et en fait, entre 2000 et 2020,
en France, tout le monde organisait un peu son championnat de France. Et du coup, tous les circuits se disaient, nous, on est le championnat de France, en fait. Et un autre faisait ça 3 mois plus tard, il disait, non, c'est nous le championnat de France, etc., etc. Et en fait, ça a très, très souvent été comme ça, sans qu'il y ait vraiment de véritable championnat. Et du coup, c'est notamment le président de la Fédé française de billard qui s'en est beaucoup ému et qui a dit, attendez, pourquoi eux, qui ont pas de circuit, pas de professionnels, pas de machin, pourquoi c'est eux qui font, qui sont au JO et pas nous? Ouais. Je le connais, il a le cœur sur la main, ce type, en plus. Mais en plus, il est sympa comme tout, je comprends pas. Je comprends pas. Un peu réac sans doute. Mais voilà. Mais du coup, voilà. Donc du coup, c'est aussi pour ça que le breakdance est rentré avec un peu de polémique dans le championnat, dans les Jeux Olympiques. Même en termes de proportion de pratiquants. Alors si, ça, c'est un truc qui se démocratise beaucoup ces dernières années, parce qu'en fait, c'est souvent accolé à des fédés de sport de combat. En fait, t'as les sports de combat et breakdance parce que ça reste des mouvements assez acrobatiques avec des sports de combat. Puis on se bat avant, visiblement. Du coup, en plus. Non, mais c'est vrai que par exemple, il y a une compétition internationale qui est faite en France à Cannes que j'étais allé voir il y a 2 ans, qui s'appelle Break the Floor. Et Break the Floor, en fait, c'est une compétition qui fait vraiment venir des équipes du monde entier, Japon, États-Unis, France, etc. Et en fait, c'est une asso. Ils se veulent une des compétitions les plus prestigieuses, etc. de France, mais encore une fois, il n'y a pas de cadre vraiment pour l'encadrer, pour dire oui, c'est vraiment. Est-ce que ça vient du fait que ce soit un peu un art de rue, tu vois, la danse à la base et que ce soit pas organisé en fédé? Mais oui, et je pense que c'est très bien comme ça. C'est-à-dire, tout le monde n'a pas besoin d'avoir une fédé professionnelle, d'avoir machin. Alors après, sauf que si tu veux aller au JO, à un moment donné, il faut une structure. Peut-être ou peut-être pas. C'est justement la question qui s'est posée. Est-ce qu'il faut vraiment une structure? Alors, pour les JO, on le va. C'est un peu, non, mais c'est un peu comme le skateboard. Ouais, je pense qu'il y a une fédération de skateboard, mais c'est pas le truc que tu dis, je vais aller jouer en club dans un truc de skateboard. Tu vois, tu le fais un peu. Voilà. Dans le skatepark, de toute façon. Mais se pose la question des licences dans le skateboard. Peut-être qu'on a une licence dans un club, là, finalement, quand on a fait du breakdance. Je pense que t'as effectivement des licences, etc., des trucs comme ça, parce que quand tu vas à l'assaut de breakdance de Cannes, t'as sans doute ta licence de licencié de breakdance, etc., avec une fédération française de breakdance qui existe, ça, y a pas de problème. Mais c'est juste qu'il n'y a pas de circuit vraiment de championnat, etc., qui existe. Et si bien que d'ailleurs, pour toutes les qualifications pour les JO, qui est-ce qu'on envoie aux JO, etc., en fait, ils se sont un peu accolés à tout ce qui existait déjà. C'est-à-dire, celle-là, c'est vrai que c'est un championnat français où il y a vraiment beaucoup de breakdancers. Ça va compter pour les qualifs. Ça, c'est un peu plus petit, ça ne compte pas pour les qualifs, etc., etc. Tu vois, ils se sont accolés au truc comme ça. Alors, concrètement, à quoi ça ressemble cette danse? Il s'agit en fait d'une danse qui se pratique en solo, composée de 4 types de mouvements réalisés en rythme sur une musique inconnue par le danseur et mixée en direct par un DJ. Ah ouais, c'est de l'impro. C'est de l'improvisation. C'est de l'impro. Effectivement. D'accord. Il y a donc 4 types de mouvements. Le premier mouvement, c'est celui que Sébastien nous a fait pendant le générique, c'est le top rock. C'est l'ensemble des mouvements qui se font... C'est la base, en fait. Voilà, c'est juste la base. L'ensemble des mouvements qui se font donc debout et qui font intervenir beaucoup les pieds pour danser du b-boy. Alors d'ailleurs, on appelle ça des b-boys et des b-girls, les danseurs de... les breakdancers et les breakdanceuses, c'est des b-boys et des b-girls. Donc, et ça fait intervenir donc les pieds du b-boy, mais aussi ça commence à poser un peu une sorte de personnage, l'attitude, ça met le rythme, etc. Et puis on va dire c'est un peu la position idole. D'accord. C'est l'intro, c'est une transition un peu entre les moves et tout. Exactement, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va revenir à cette position-là. Enfin, qui reste une position où tu dois être en rythme et tu dois danser, c'est pas un truc où t'attends que ça passe, non, tu dois rester, mais voilà, tu reviens toujours à cette position de top rock. Ensuite, il y a le down rock. Donc le down rock, c'est la même chose mais au sol, donc c'est de la danse au sol. On parle pas forcément d'énormes cabrioles, on parle pas encore de faire bouger, mais par contre, voilà, t'as au moins les mains et les pieds au sol et tu commences à faire partir les jambes, à faire un peu tourner, à faire machin, mais voilà. Tu te chauffes tranquille, exactement. Et ensuite, on va rentrer dans ce qui fait l'essence, enfin en tout cas le côté spectaculaire du breakdance, à commencer par les power moves. Donc ça, c'est ces fameux mouvements acrobatiques. Et donc là, ça peut être n'importe quoi. Des rotations sur la tête, dont on parlait tout à l'heure. Ça peut être des saltos, ça peut être des danses. Mais en tout cas, c'est le mode toupie là. Oui. Alors ça peut être le fameux mode toupie. Sans forcément toupie sur la tête. C'est toujours le truc où ils font tourner les jambes sur les bras. Exactement. Voilà. Les bras, ça fait partie. Spectaculaire. Mais ce qui est un truc d'athlète d'ailleurs. Enfin, des athlètes de très haut niveau gymnastique qui font des... L'athlétisme sur le cheval un peu là où c'est un peu ce même genre de cheval d'arçon. Le darçon, oui d'accord, pas le...
Oui, Arceau, ou t'as aussi sur... Oui, si. Je crois que c'est le cheval. Pas le vrai cheval, parce que... Non, cheval d'Arceau. D'accord, le cheval, oui, cheval d'Arceau. Parce que je voyais pas le rapport. Ou juste sur leurs bras, t'envoies les jambes à gauche, à droite. C'est pas un animal qui a Arceau. Non, c'est un cheval d'Arçon. Ok. D'Arçon ou d'Arceau? Je sais pas. On le fera pas, de toute façon, c'est de la gym, donc ça sera sans doute pas au programme de Super Sport 3000. Donc ça demande quand même... Visiblement, c'est pas un truc très connu, apparemment. Ça mériterait peut-être. Au moins pas par 4. Donc ça demande effectivement d'avoir commencé à avoir pris de l'accélération, de la vitesse, etc. Sur les positions dont on a parlé tout à l'heure, le top rock ou le down rock. Et enfin, la dernière, le freeze. Donc ça c'est simple, on se met dans une position improbable, vraisemblablement beaucoup. Voilà. Alors c'est pas forcément le finish, non. Mais tu sais, à un moment donné, en fait, le b-boy ou la b-girl va pouvoir ponctuer en se mettant sur les bras ou sur la tête ou tu vois en position vraiment acrobatique, d'accord. Et surtout en restant stable. X secondes, bien sûr, plus c'est long, plus c'est incroyable, quoi. Ouais, et puis c'est là où c'est un exercice physique aussi impressionnant. C'est-à-dire que tu dois tenir dans une position sur un bras, les jambes d'un côté, en mode. Il faut avoir c'est les athlètes, les types, mais il faut avoir les muscles pour pouvoir tenir. Petit gainage, il faut, quoi. Un bon gainage. Gros. J'ai jamais vu un b-boy ou une big girl. Big girl, pardon. Oui, forcément. c'est pas très compliqué. C'est que des gens qui sont ultra secs, extrêmement sportifs. Ouais, tout à fait. Ouais. Mais ça se voit pas parce que avec les tenues qu'ils portent en général, tu vois, t'as pas l'impression que c'est forcément des athlètes. Un peu la manière des escaladeurs. Ouais, par exemple, tu vois, des trucs larges. Derrière, il enlève le t-shirt. Tu remets le tien. Okay, d'accord. Oui, tout à fait. Alors, je vais te demander d'augmenter le son de la piste USB parce que comme ça, on va entendre un petit peu à quoi ça ressemble cette musique de B-Boy, parce que vous allez voir que même si effectivement c'est de l'improvisation, il y a quand même des choses sur lesquelles ils pourront se raccrocher. On peut s'envoyer un peu à côté là, tranquille. On peut s'envoyer un peu à côté. Dans le respect du matériel, mais. Vas-y, tu peux commencer à tomber sur la tête, Seb. Ouais. J'envoie les premiers moves. Là, je passe en down rock. Et donc, tu vois, si t'entends le truc, tu restes quand même systématiquement sur une sorte de rythme qui va rester le même tout du long. On disait c'est de l'impro. Ça va, ça reste. En fait, tu peux t'imprégner de la musique pendant un petit moment quand tu fais ton top rock ou ton down rock, tu vois. Mais par contre, tu sais que le rythme va pas diamétralement changer. Par contre, il peut y avoir des drops, des mix, des trucs comme ça sur lesquels tu vas pouvoir t'appuyer. Et là, c'est vraiment de l'esprit d'improvisation que de dire, ok, tu vois là typiquement. Voilà, et tu vas de relancer derrière sur ça. C'est pour ça la première phase que tu disais un peu de... Comment s'appelait la première phase Le top rock. Le top rock, ça te permet d'analyser la musique, ok. Aussi. Parce qu'en plus, c'est de la musique, donc t'as des phases qui se répètent et tu sais qu'à ce moment-là, tu vas pouvoir lâcher ton... Exactement. Ton freeze, power move ou ton freeze. Exactement. C'est un exercice de réussir. Enfin, au-delà du fait que c'est déjà compliqué sans musique, en plus, tu dois... Enfin, sans musique. Avec musique que tu connais en tout cas... En plus, tu dois te caler sur une musique que tu connais pas pour caler tes moves. Enfin, c'est. Je le regarderais différemment, en sachant que c'est de l'impro. Parce que pareil, tu le sais pas forcément. Hein. T'as déjà vu du breakdance, tu sais pas forcément que c'est de l'impro. Ouais, tout à fait. Et du coup là, tu vois, donc effectivement, tu vois, t'as ce rythme qui reste régulier tout au long de la truc. Mais par contre, le DJ va s'amuser à faire des drops, à faire des pour justement donner de l'espace un petit peu au b-boy et au b-girl pouvoir ponctuer avec les power moves, avec les freezes, avec d'autres figures. Donc un match de breakdance, comment ça se passe ? Normalement, il y a deux crews qui s'affrontent, donc deux crews de trois personnes, de 3 ou 4 b-boy ou b-girl. C'est normalement mixte d'ailleurs. Traditionnellement, il y a pas vraiment de obligatoirement mixte ou il y a pas de. Il y a pas de règle en réalité. Donc attends, t'avais dit que c'était une épreuve individuelle, mais en fait c'est par équipe. Oui. Ou il y a deux modes. Non. C'est individuel parce que la danse se danse tout seul. Voilà. C'est ça. Mais par contre, la compétition, c'est des crews. C'est des crews qui s'affrontent, mais par contre, tu es systématiquement tout seul à danser. D'ailleurs, on va le voir. Les deux équipes, en fait, envoient à leur tour, à tour de rôle, un représentant sur la piste. Comme des Pokémon. Chacun Le danseur fait alors de manière improvisée. Mais de manière improvisée sur la musique du DJ
un set de mouvements, puis l'équipe adverse répond en envoyant à leur tour un b-boy ou une b-girl, etc., etc. C'est pas en même temps, ouais, c'est chacun son tour. C'est chacun son tour. Et donc, c'est pour ça que la danse est solitaire, malgré tout. Chaque passage dure jusqu'à 1 minute et est doublé. Donc, une fois qu'on a fait un passage pour tout le monde, chacun repasse encore. Okay. À la fin du battle, il y a plusieurs juges, un nombre impair, normalement, qui votent à main levée pour l'équipe vainqueur. Ce qui est rigolo, c'est qu'historiquement, il s'agissait d'un vote à l'applaudimètre. Le problème, c'est que ça a mené à tellement de discussions qu'ils se sont dit non, mais bah oui. on va mettre un nombre impair. Mesureur de décibels. Hein. Voilà, c'est ça. On va mettre un nombre impair de juges et c'est tout. Le tout, normalement, dans des compétitions de breakdance, c'est ambiancé en plus par un MC qui fait des petits commentaires sur la musique pour venir appuyer, comme par exemple. Stylé. Donc ça c'est pour la version française, voilà. Yes. Voilà. Et donc du coup ça va venir. Et donc ça va venir ponctuer et aussi chauffer le public. Parce que dans le breakdance, le public c'est aussi très important qu'il participe à l'épreuve en mettant l'ambiance autour des b-boys et des girls. Justement, le fait que ce soit de l'impro et tout, ça évite que ça devienne de la danse où t'as préparé ta musique, t'as préparé ton truc et tu fais un truc que t'as répété 100 000 fois. Ça reste du truc de rue où t'as de la musique. Vas-y, attends, je me lance. Je lance un truc. Et je puis sais pas. c'est un truc où tu sais c'est très sujet au côté un peu tu sais tout le public dit, oh la vache là il a vraiment tu vois genre waouh tu vois et franchement ça marche très très bien quand j'ai vu la compète. Alors c'est le public de Cannes donc c'est un public quasiment mort mais il n'empêche qu'il y avait quand même un peu d'ambiance dans la salle et effectivement il y a le public qui réagissait malgré tout avec des jeunes ça doit être incroyable dans le public quoi. Enfin, franchement avec des jeunes ça doit être trop bien. C'est une dinguerie quoi. Ils avaient tous 50 60 piges. Voilà, c'est ça. C'est pas la même émission. Ou alors à Cannes, mais à 15h après les feux de l'amour. Voilà, éventuellement, quand tout le monde dort. Alors, juste, pour les juges, tu disais qu'ils choisissaient du coup un des trous. Ouais. Il y a des critères factuels. Non. Okay. C'est vraiment du ressenti. Pour le coup, il n'y a pas de... Enfin, oui, il y a des critères factuels. C'est-à-dire que tu vas... bien sûr, les gars qui ont fait des power moves incroyables, qui les ont bien réceptionnés, qui ont en plus enchaîné avec des extrêmement en rythme, etc. Des fois, nous spectateurs, on voyait le truc, on se disait c'est eux qui ont bien géré, et puis en fait les juges n'ont pas eu le même ressenti du tout. Il y a quand même, ils ont des critères bien à eux, mais nous pauvres R, on va juste voir un spectacle, on se dit ils ont trop bien dansé, puis en fait eux vont voir autre chose. Mais sur plein de sports où ça reste juger une performance artistique, tu pourras avoir dans ce cas-là respect du rythme, technique. On va le voir parce que c'est justement une question comme ça, quoi, c'est justement une question qui se pose pour les Jeux Olympiques et on va le voir tout à l'heure. Et pour moi, la polémique, elle pourrait venir de ça, plus que la légitimité du sport. Exactement, mais on va le voir tout à l'heure. Alors selon les formats de compétition, il y a aussi un format qui existe qui est showcase. Donc par exemple pour le Battle of the Year, en fait le premier round de qualification se fait en mode showcase. Donc c'est-à-dire que tous les crews passent les uns après les autres sur un set de 5-6 minutes, d'accord ? Ils font des cabrioles et ensuite c'est les juges qui disent qui les classent, qui disent celui-là c'était le meilleur, machin, et ça fait un tableau final. Il y a des gens qui sont éliminés, des gens qui restent, et ensuite on fait des battles, d'accord ? Mais pour aller un peu plus vite, il peut y avoir un format showcase, au départ, voilà, une sorte de grosse qualif exactement, et qui va ensuite en format battle. Alors, comment ça se passe l'intégration aux Jeux Olympiques ? Il y aura 2 compétitions aux Jeux Olympiques, une compétition masculine, une compétition féminine. Uniquement, alors tous les 2 sont composés de 16 athlètes, il y aura 16 athlètes, et ce sera uniquement des battles, mais en 1v1, avec 2 à 3 passages par athlète. Donc fini les crews. Il y a 16 athlètes, un Français, un Anglais, un Américain. Exactement, qui vont s'affronter et effectivement, c'est du 1v1 systématiquement. On reste sur une musique inconnue des participants quand même et toujours mixée en direct. Il faut savoir qu'en fait, le format à proprement parler n'est pas encore sorti. C'est-à-dire que on ne sait pas encore vraiment comment les gens vont être notés, mais il y a quand même des tendances qui se dégagent, notamment le fait que effectivement, on fera pas un vote à main levée. Il y aura un système de notation avec des critères qui vont être évalués un petit peu comme tu peux l'avoir par exemple au plongeon. C'est-à-dire t'auras la technicité, patinage, la difficulté, voilà. Et du coup, t'auras des votes et à la fin, donc il y aura peut-être quand même un peu de décorum street comme on a jusqu'à présent dans les combats de breakdance, mais pour l'instant en tout cas, ça a l'air d'être un truc quand même un peu édulcoré de la partie
un peu plus scolaire, quoi. Un peu plus scolaire, édulcoré de la partie street. T'es obligé si tu veux en faire un sport Mais JO, tu dois voilà, si tu veux éviter les polémiques, exactement. sur des trucs un peu sérieux comme les JO, je pense, avec des médailles. Alors, on va rester sur un système où il y aura plusieurs juges, que chacun notera de son côté, mais ça sera sans doute à la moyenne des points que ça va se jouer et pas juste à une simple main levée en fin de battle. D'accord. Okay. Et est-ce qu'il n'y a pas le risque quand même avec le système de notation, tu vois, avec les figures, de tomber dans de la danse classique où il faut que quelqu'un passe à tout prix ce type de move pour avoir des notes? C'était un peu ce que disaient, je crois, certains athlètes en fait. Il y a de la cohésion. En fait, c'est ça le truc, c'est que oui, bien sûr, parce que effectivement, si on commence à voir que ce genre de move est bien noté, ce genre de move est moins noté, bah forcément derrière tu vas un peu normaliser le truc et tu vas sortir de ça. Donc c'est pour ça que et je pense que c'est pour ça qu'ils sont vraiment en train de se prendre la tête sur comment on le fait pour ne pas dénaturer le sport à proprement parler, parce que je pense que oui, tu peux tomber dans le truc ultra technique et pas forcément. Donc on verra le format final qui sera sélectionné. Pour le coup, ça on ne le sait pas encore, mais alors on enregistre le 1er février, hein, donc pour information, si vous écoutez ça plus tard, peut-être que ça aura changé, mais voilà, on ne sait pas encore. Et je trouve que ça ressemble beaucoup au patinage artistique, du coup, parce que vraiment, t'évalues une performance artistique avec des moves que tu vas pouvoir être amené à faire, qui sont plus ou moins complexes. Et tu vois, ça, c'est ce truc, je sais pas comment c'était au début, le patinage artistique, mais maintenant, tu vas faire un triple axel. Alors, désolé pour les termes, mais si t'en fais 3, t'auras une note plus élevée que si mais je sais qu'au patinage artistique, t'as 2 sessions. T'as une session libre aussi. T'as une session libre et t'as une session. Oui, mais dans tous les cas, même dans ta session libre, même si c'est chorégraphié différemment, etc., ça reste évalué par rapport au move que tu vas rentrer, etc. Donc t'as aucune évaluation sur le flow, par exemple. Alors si, normalement dans la session libre, justement, c'est un peu plus. Tu veux dire au patinage ou au breakdance? Au patinage, même en dehors de la session libre, je veux dire dans les sports où t'as quand même un peu de flow, tu vois comment tu vas amener tes trucs techniques. C'est peut-être la seule partie subjective, enfin l'index subjectif que tu vas mettre à chacune de tes notes, quoi. Tout à fait. C'est vrai. Alors, quels sont les favoris de la compète? Alors, chez les hommes, on a le Canadien Phil Wizard, qui est triple champion du monde quand même, qui est l'un des grands favoris, et un Japonais qui s'appelle Shigekix, qui a terminé 3e aux Jeux Olympiques de la jeunesse de Buenos Aires en 2018, qui est également en lice et qui pourrait remporter la médaille. Chez les femmes, on a l'américaine. Alors oui. Faut savoir que donc ils ont leur nom, prénom comme tout le monde, hein. Mais si c'est vraiment propre au b-boy, c'est pas propre au b-boy. Par contre, ce qui est propre, c'est que quand tu veux parler d'un b-boy ou d'une b-girl qui a un pseudo de b-boy ou de b-girl, il faut toujours dire b-girl logistics, par exemple, tu vois. Voilà. Donc l'américaine b-girl logistics et la russe, pardon, b-girl. T'es vraiment sûr de ça? Ah oui. Parce que ça fait pas très. Je te jure que c'est vrai. Voilà. Non, appelez-moi Big Girl Logistics. Big Girl Logistics ou Big Girl Vavi, qui est russe, donc qui sont considérées comme les favorites. Ouais. Ce qu'on sait pas, c'est qu'elle a juste fait un IUT logistique. Peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est de là que ça vient. J'ai commencé à breakdancer dans des salles de classe. Là, alors, malgré tout, comme je vous l'ai dit, effectivement, côté français, il y a quand même de très très bons espoirs qui sont mis sur les athlètes français. Il faudra donc suivre. Donc, faut savoir que la France, c'est les seuls qui avaient de facto 2 slots. Un slot. Oui, parce que Payotte. Parce que PIOT, effectivement. Donc on avait de facto une personne en France, une personne masculine, pardon, une personne féminine qui allait forcément compétiver. Là où pour les autres pays, c'était pas forcément gagné et ça s'est joué aux qualifications. Donc côté français, il faudra suivre donc la big girl Sissi. alias Sia Dembélé, qui a été 3e au championnat du monde en Belgique. Donc, c'est quand même pas dégueulasse. Voilà. Sachant qu'elle a 16 piges, hein. Ah oui, d'accord. J'allais demander tout à l'heure la moyenne d'âge à peu près des compétiteurs. Tu vas voir, puisque justement, alors pour information, elle avait été présélectionnée avec son frère Damani, qui lui n'a pas été retenu au profit de B-Boy Dani, qui est lui un Montpellierin de 33 ans. Père de famille et surtout 33 ans, ouais. Ah, d'accord. Bah ouais, c'est ça qui est rigolo, c'est pour que y d'un être, côté Seb, vas-y. Ah ouais, c'est pas perdu en fait. mais non, faut s'y mettre maintenant par contre, hein, parce que Go. mais ouais, carrément.
et surtout qui a été vainqueur des Jeux d'Europe. C'est Donc- peut-être lui qui faisait du breakdance à ton école en primaire. Ah putain, Va savoir. vraiment belle histoire. Hein. Fait un bel trajet, le mec. Je suis content qu'il en soit arrivé là. Donc voilà, donc du coup, ça fait partie des deux professionnels qu'il va falloir voir. Les compétitions de breaking seront le 9 et le 10 août, et ce sera sur la place de la Concorde, quand même, donc pas dégueulasse. Avec les autres sports urbains, du coup. Avec tous les sports urbains, donc il y aura aussi le skateboard, basket, le 3v3, dont on parlera dans un prochain épisode. Donc voilà, donc du coup, ce sera plutôt en fin de JO, et avec sincèrement des très très belles chances de médaille, donc ce sera à suivre, parce que les deux compétiteurs, même si effectivement c'est pas forcément des champions du monde pour l'instant, Oui, top 3 ils sont quand même top dans 3 le mondial, top quoi. largement, et ils ont carrément une carte à jouer, donc à suivre de très près. Allez les bleus. Allez, les bleus. Et voilà, ainsi s'achève cet épisode sur le breakdance pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Super Sport 3000 est un podcast de la Galaxy Coop et Canap. Donc si vous voulez nous retrouver, il y a le site www.coopetcanap.com et bien entendu sur Twitter @supersport3000. Merci, si vous aimez ce podcast, n'hésitez surtout pas à en parler autour de vous. Hein. C'est vraiment comme ça qu'on se fait Vraiment top. le mieux connaître. Ce Et serait si vous connaissez quelqu'un au comité international olympique là, qui voudrait nous signer en speed, on peut le faire en bah, le mail sera envoyé le 1er février vers 23h. Voilà, Il peut juste y jeter un coup d'œil, ce serait voilà, incroyable. c'est super pour nous. Qui regarde ses spams d'ailleurs, parce que peut-être. Et si vous n'avez pas ce genre de contact dans vos cas, c'est pas grave, laissez-nous un petit commentaire sur la page Spotify ou sur la page Podcast Addict. Nous, ça nous fait toujours plaisir. On le lit avec beaucoup d'amour. Merci Seb. Merci Nico. Merci Merci Nico. Merci Will. Merci Nico, merci. Et on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode où vous allez peut-être découvrir votre nouveau sport favori. Salut tout le monde. Ciao ciao. Bye bye.